Merci pour l'invitation, encore une fois. Je suis toujours content de revenir à l'école parce que j'ai commencé mon premier jour exactement dans 7 amphis. C'était assez festif d'ailleurs. Et donc ça me rappelle toujours des souvenirs. Il y a plein de choses qui ont changé dans l'école, mais finalement il y a aussi pas mal de choses qui ont pas changé. Donc c'est toujours assez émouvant et amusant de revenir à l'école. J'ai l'impression que ça fait 2 jours que je suis parti ou 20 ans que je suis parti. En fait, c'est un peu les deux. Donc le temps file, mais c'est toujours aussi sympa. Et ouais, j'essaie de revenir de temps en temps quand l'occasion se présente pour si je peux être utile, si je peux partager un peu d'expérience, j'en sais rien. Donc aujourd'hui, on m'a dit tiens, il y a un événement autour de l'entrepreneuriat, Startup Day, etc. Ça tombe bien. J'ai toujours des trucs à dire en la matière. Euh, et me voilà, en fait. Donc, j'ai pas de slide, j'ai pas de plan. Je peux parler tout seul pendant 1 heure et j'y arrive, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, ce sera plus amusant si vous levez la main, posez des questions. Je ne sais pas si on a un deuxième micro pour faire passer après, pour qu'on enregistre les questions si vous voulez. Ouais. Il y en aura, enfin voilà. Je propose juste, je commence par une petite intro vaguement historique. Et après, franchement, on peut aller dans tous les sens que vous voulez, toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun tabou. Le but, c'est de voir si ces informations-là peuvent vous donner des idées, vous éclairer. J'en sais rien. En gros, tout ce qui peut être utile, moi, je suis ravi de partager. Sur ce, je commence. Petite intro. Donc, mon expérience entrepreneuriale commence en fait un peu de façon particulière parce que j'ai démarré comme un hobby avant de créer une entreprise. Et ça a démarré avant les frais. Ça a démarré pour moi, le projet qui est devenu le site du zéro en 1999, quand j'étais encore chez mes parents dans le sud de la France, à Avignon. Et je voulais apprendre à créer des sites. Une époque, 1999, où Internet était très lent et où j'avais 1 heure d'Internet par mois. Et c'était cher. Et ça bloquait le téléphone et on ne pouvait pas avoir d'appel. Donc c'était une autre époque, il faut quand même se projeter. Euh, et moi, j'étais fasciné parce qu'on pouvait aller sur des sites web et on pouvait avoir toutes sortes d'informations et c'était complètement nouveau. J'étais parmi les premiers à avoir accès à Internet dans le coin, dans le village et tout. Et je trouvais ça absolument génial. Alors je me suis dit, putain, c'est trop bien. Et comment ils font, comment ça marche, ces trucs. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire pareil. C'est là que tu découvres en général le clic droit ou afficher la source. Tu fais, waouh, c'est quoi ce délire? Et, euh, et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre à faire pareil. Et donc, je vais apprendre à faire pareil. Je veux apprendre à créer des sites. Pourquoi créer des sites? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on joue au Lego? Pourquoi est-ce qu'on construit des choses? Pourquoi est-ce qu'on a envie de créer des jeux vidéo? Pourquoi est-ce que... J'en sais rien. En tout cas, une envie créatrice. Et je me suis dit, bon, bah, alors je vais aller à la FNAC, parce qu'il n'y a que là que je pouvais vraiment avoir des ressources pour apprendre. Je rappelle qu'on ne pouvait pas apprendre en ligne, parce qu'avec 1 heure d'Internet par mois, bah, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc, je suis allé à la FNAC d'Avignon, et je suis allé à la recherche d'un livre pour débuter en création de site web. Et là, ça a été la douche froide, parce que je me suis rendu compte que tous les bouquins étaient pour des professionnels du numérique. En gros, quand tu prenais le bouquin, en quatrième de couverture, ça affichait il faut au minimum 3 à 5 ans d'expérience dans l'informatique pour pouvoir lire ce bouquin. Et moi, je rappelle, j'avais 13 ans, je connaissais rien, je jouais aux jeux vidéo sur mon ordi, je voulais juste apprendre à créer un site. Et j'avais l'impression, en fait, que j'étais un petit peu rejeté dans le sens, ouais, ça c'est un truc pour les grands, donc en gros, retourne jouer à la marelle, tu reviendras quand tu seras plus grand, quoi. Et moi, non, j'avais envie de créer des sites. Je me suis dit, je suis pas plus con qu'un autre, pourquoi est-ce que je pourrais pas apprendre, etc. Donc en fait, le projet Site du Zéro est vraiment parti à l'époque d'une frustration énorme qui était, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'apprendre. Parce que je suis trop con, mais c'est pas clair, quoi. Euh, et donc, je me suis mis en tête, même si tous ces bouquins étaient pour des pros, d'en prendre un au pif, l'acheter. Je me suis fait en fait offrir à Noël et d'apprendre avec. Donc j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais apprendre. Et j'ai lu le bouquin, je suis allé jusqu'au bout. Et j'ai globalement appris, mais je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça aurait pu l'être. En gros, que c'était vraiment. euh, on a tous eu des bons et des mauvais profs, on va pas se mentir. Et il y a certains profs, tu as l'impression que ils en ont chié pour arriver pour être prof, et donc ils font exprès que ce soit un petit peu plus difficile pour toi, parce que quand même ils sont sur l'estrade, et tu vois, il y a ce sentiment un petit peu que ça doit être un peu difficile d'accès. Et j'ai déjà vécu ça, et je me suis dit, vraiment, je
comprends pas le raisonnement derrière, à part un jeu de pouvoir. Je me suis dit, c'est pas normal. Et j'avais vraiment le sentiment en lisant ce bouquin, que, que la personne derrière, elle en surjouait en fait. C'était pas la peine d'en rajouter tant. Et pour être très concret et très factuel, c'était utiliser des mots nouveaux, des mots un peu techniques, sans expliquer ce qu'ils signifient. Pour être exact, des fois, l'expliquer 100 pages plus loin. Après l'avoir utilisé pendant 100 pages, t'aimes bien, enfin, je sais pas, c'est pas logique de, t'as un mot nouveau, tu le définis et après tu l'utilises. Voilà, c'est des trucs à la con comme ça, mais j'ai l'impression que des fois, la personne faisait limite exprès de rendre les trucs plus difficiles. Et donc, ce bouquin, quand j'ai fini de le lire, je me suis dit, il y a moyen d'expliquer mieux, et j'aimerais bien avoir un truc mieux. Ça pourrait servir à d'autres. Et j'ai eu une première idée qui a été, je pourrais écrire un nouveau bouquin et le proposer à un éditeur. C'est là que je me suis rappelé que j'avais 13 ans et que personne ne me prendrait au sérieux. Ou je pourrais pratiquer les connaissances en HTML, en l'occurrence, que je venais d'apprendre pour créer des sites web, et faire un site web pour expliquer aux autres comment faire un site web de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. Et donc, c'est comme ça, à 13-14 ans, que j'ai démarré un premier site que j'ai appelé le site du zéro assez rapidement, parce que tu as besoin de zéro connaissance pour démarrer. En gros, il n'y a pas une réflexion marketing intense derrière. Et donc, ça s'est lancé comme ça en 99, et il n'y avait personne, bien sûr. Juste moi, mais moi, ça me faisait délirer. J'écrivais ce cours, et puis je me suis dit, ça pourra servir à 2-3 potes à l'école, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà. Et ça a commencé comme ça, un premier cours sur HTML que j'ai commencé à écrire en ligne. Et on en a parlé en fait par bouche à oreille, continué pendant les années de collège, de lycée, petit à petit, de plus en plus de monde qui vient. Je me souviens encore une époque où on avait 100 visiteurs par jour, ce qui était ouf pour moi. 100 personnes, c'était une salle pleine, quoi. Petit à petit, j'ai continué à travailler soir et week-end pendant mes études, collège, lycée. Après mon bac, j'ai intégré directement les frais où j'ai passé 5 ans, 5 années super ici. Et pareil, pendant les frais, je continue à m'occuper un peu du site, soir et week-end, jusqu'en 2000. Alors moi, je suis promo 2008. Donc en 2007, un an plus ou moins avant de finir mes études à l'EFRAY, avec une personne avec qui je collaborais beaucoup, Pierre, sur le site, on a décidé de s'associer et de créer une boîte. Donc voilà, 2007, j'ai créé la boîte, la start-up qui gérait le site du zéro. Et je m'en suis occupé encore soir et week-end, mais cette fois, on avait une structure légale. 2008, j'ai fini mes études, j'ai été diplômé. C'était une époque où les cursus entrepreneurs n'existaient pas vraiment. Donc, j'ai dû un peu négocier avec l'administration en disant j'aimerais faire un stage dans ma propre boîte. Et là, on m'a expliqué que je n'avais pas le droit de m'embaucher en tant que stagiaire. C'est juste pas légal. Mais on a trouvé en bonne intelligence un truc. Et donc, j'ai été accompagné. Et donc, j'ai dû faire un rapport de stage de fin d'études qui n'était pas vraiment un stage. Mais j'ai fait 6 mois dans ma boîte. Et en fait, j'ai embauché des stagiaires. J'avais 3-4 stagiaires à l'époque. Et des premiers bureaux pas très loin d'ici parce qu'il fallait que ce soit pratique d'accès en bus direct. Je crois que c'était à Bourg-la-Reine. Donc je prenais le bus jusqu'à Bourg-la-Reine et j'étais en partie encore un peu à l'école et ensuite à Bourg-la-Reine au bureau où il y avait les stagiaires qui bossaient. 2008 diplômé, 2009 en gros je me mets à temps plein sur la boîte direct en sortie d'études quoi. Et après, il s'est passé 1 million de choses. Je ne vais pas vous faire tout le détail. On pourra rentrer dans les détails si vous voulez. Mais 2009, en fait, on a dû embaucher les premiers salariés en CDI, ce qui était une grande étape quand même. Quand tu crées une boîte, embaucher tes premiers salariés en CDI, c'est un engagement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. On avait plein de cours en ligne. J'en continuais à en écrire. Puis des gens ont commencé à travailler avec moi pour en écrire. Des visiteurs en ont proposé. On a établi tout un modèle en ligne assez collaboratif pour faire ça. Et quelques années plus tard, ça se développe. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Pas en vendant les cours parce qu'on ne les a jamais vendus. Ils ont toujours été gratuits. Et à l'heure où je vous parle, ils sont toujours tous gratuits. Et non seulement ils sont gratuits, tous nos cours, mais ils sont sous licence libre Creative Commons by SA 4.0 pour être exact. Donc c'est un truc assez particulier chez nous parce que la plupart des organismes de formation en général ont tendance à protéger le matériel pédagogique. Nous, on le met immédiatement, gratuitement en ligne, mais en plus, on autorise la réutilisation commerciale par des organismes de formation. Ce qui est assez... voilà.
Mais on pense que c'est la bonne chose à faire parce que finalement, ça nous fait notre pub. C'est presque un outil marketing pour nous au final. Euh, Donc, comment est-ce qu'on a gagné de l'argent? Au début, on s'est dit, on va mettre de la pub. Facile. Le site est gratuit, tu mets de la pub, tu gagnes de l'argent. Encore à l'époque, ça marchait pas trop mal. C'était l'époque où Google démarrait AdSense et tu peux mettre de la pub sur ton site, c'était pas trop gênant et tu gagnais de l'argent à peu près correct, on va dire. Euh, bon, ça a duré un temps. Ensuite, on s'est mis à faire des bouquins papier, c'est-à-dire on est revenu aux sources. Pourquoi? Parce que les visiteurs nous réclamaient des versions papier des cours en ligne en disant bah, les cours sont tellement bien, si moi j'en trouvais en librairie, je les achèterais. On a fait OK, c'est assez rigolo parce que finalement c'est à cause d'un livre que le site existe et en fait on va revenir à faire des livres. Mais il y avait tellement de gens qui le demandaient qu'on leur a dit OK, chiche, mais par contre vous vous engagez à acheter le bouquin parce que nous on va payer les frais d'imprimeur et si vous achetez pas le bouquin, on n'a plus de sous. Donc on a pris un gros risque aussi à l'époque, c'était assez conséquent, en tout cas pour nous à l'époque. Et donc on a trouvé un imprimeur dans le Cantal, je me souviens qu'on avait fait le voyage avec mon associé, au plein milieu du Cantal, il y a une imprimerie un peu à l'ancienne, mais qui avait l'avantage de faire aussi la diffusion, distribution, c'est-à-dire qu'ils mettaient sous pli et ils envoyaient aussi les livres. Et nous, ça nous arrangeait parce qu'on n'avait pas spécialement envie de le faire nous-mêmes. Et ça s'est super bien passé, on a super bien vendu les bouquins. Enfin, j'ai plein d'anecdotes en la matière, mais en gros, en 3-4 ans peut-être, on a dû vendre pas loin de 200 000 livres pour une maison d'édition toute neuve qui n'est sortie de nulle part, où on ne savait même pas que le métier d'éditeur il était différent du métier de diffuseur et du métier de distributeur. En gros, on n'avait rien appris, on a fait ça à l'arrache. On a géré tous les appels aux libraires pour qu'ils remplissent leur librairie et tout, avec nos bouquins. Et on en a vendu pas mal, directement en ligne sur le site du Zéro et en librairie, en France et dans le monde. Et ça en parallèle de la pub. Et pendant quelques années, 50-50 du revenu s'est fait entre la pub et le livre papier, jusqu'à ce que deux choses se passent, la fin de la pub et la fin du livre papier. Fin de la pub, parce que en fait, les pubs, ça devenait de plus en plus n'importe quoi. Il fallait mettre des pubs de plus en plus grosses, avec de l'habillage, avec du layover, des trucs bien dégueux. Et nous, avec mon associé, on n'est pas des gens, on n'est pas des pubards. Nous, la pub, globalement, en tant qu'utilisateur, ça nous fait bien chier. Et donc, on n'aimait pas trop mettre ça, mais il fallait bien gagner notre croûte. Donc, on l'a fait pendant un temps, et à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, à qui tu parles? Parce que quand tu mets une pub, finalement, la pub, tu as envie qu'elle soit lue. Donc l'annonceur, tu fais pour l'annonceur. Mais la pub, elle se met littéralement sur le contenu. Donc à un moment donné, j'ai un problème philosophique. Mais les gens sont là pour apprendre et en fait, je les empêche un peu d'apprendre. Donc il y avait ce problème-là. Puis un petit truc qui s'appelle Adblock qui commençait à émerger et que tout le monde dans la boîte installait, nous y compris, parce que ça nous faisait trop chier la pub. Donc du coup, on s'est dit, bon, ça pue un peu cette affaire. Il va peut-être falloir sortir du modèle pub. Et le deuxième truc, c'est que les livres papier, en fait, on le savait, hein. Tout le monde nous a dit, mais vous êtes complètement tarés. On s'est mis à faire des livres papier au moment où le truc commençait à décliner. Le secteur du livre papier informatique, il y en avait de moins en moins. Ça se vendait quasiment plus. Donc on est arrivé à la fin du rayon informatique, en gros, à la Fnac et son sort, plus ou moins. Maintenant, il n'y a que des librairies spécialisées comme Erol qui disent toujours, mais c'est plus l'âge d'or de ces trucs-là. Et donc on commençait à en vendre moins. Et donc, avec mon associé, on a réfléchi à un nouveau modèle qui progressivement nous a amené là où on est aujourd'hui. Mais encore une fois, j'insiste, le mot-clé, c'est progressivement. On n'avait pas une idée géniale, tiens, on va faire ça demain. On y allait vraiment en tâtonnant, en faisant évoluer le business model. D'abord sur un modèle d'abonnement, où on proposait pour 10 € par mois de télécharger tous les e-books de nos livres. Pas une valeur de ouf, mais c'était intéressant pour démarrer. Et ensuite, on a commencé à proposer des certifications de cours parce que c'est la grande époque des MOOC, tout le monde disait les MOOC c'est l'avenir, les cours en ligne gratuits, etc. C'est trop bien. Et tout le monde parlait de ça comme d'une révolution, alors que nous on faisait ça depuis des années. Tout le monde en parlait aussi comme si seules les universités et les écoles le faisaient, alors que nous on avait le plus de trafic que tout le monde en fait, mais personne ne le savait. Donc on était limite un peu blessé dans notre ego parce qu'on dit mais c'est bizarre qu'on ne parle pas de nous, alors que franchement on est un acteur important du truc. Donc on s'est mis à appeler ça MOOC, mais sans vraiment l'appeler MOOC pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, on ne pensait pas que le terme durerait tant que ça. Il y avait trop d'effets de mode. Et globalement, on avait plutôt raison. Les gens attendaient trop que le monde entier allait devenir meilleur juste parce que les cours sont en ligne et gratuits. Et on sait que c'est un peu plus compliqué d'apprendre que juste de mettre des cours en ligne et gratuits. Sinon, on n'aurait plus besoin d'école et tout le monde ce serait suffi de YouTube et ça serait fini. Donc, on s'est dit, OK, on va évoluer petit à petit et on a mis en place tout un ensemble de systèmes qui nous a amené progressivement, sans jamais toucher aux cours gratuits, ce qui a été difficile, mais qu'on voulait vraiment faire,
on a commencé à proposer des parcours. Et là, c'est devenu la partie payante. Mais ce n'est pas le contenu qui était des cours qui étaient payants, du coup. C'est l'accès à des projets professionnalisants, orientés compétences, donc des trucs que tu as à faire concrètement pour acquérir des compétences, et qui amènent à la fin à un diplôme de niveau reconnu par l'État, de niveau bachelor à master. Donc des bac+2 à bac+5, on était, à ma connaissance, les premiers dans le monde à faire entièrement en ligne une formation qui délivre un niveau bachelor ou un niveau master. Et ça a été pas mal l'explosion. Et donc, on a fait plein de formations sur plein de métiers. Bon, pas mal de développeurs au départ, mais ensuite, on en a fait sur le design, le marketing, la vente, les RH, la communication, la pédagogie, la data, et j'en passe. On en a une cinquantaine aujourd'hui, en français et en anglais. Le français reste toujours majoritaire à l'heure où je vous parle, peut-être 80% du business. Mais on s'étend à l'international et on a du business qui se fait dans plein de pays, plus d'une centaine de pays. Mais les deux pays majeurs après la France sont le Royaume-Uni et les États-Unis. Moi, je suis resté en France. Et je continue à déployer la boîte en France et plein de choses à faire. Et mon associé Pierre, qui est le CEO de la boîte maintenant, est installé à Brooklyn, à New York, et commence à développer Open Classrooms sur le territoire américain, avec une stratégie particulière qui est de proposer de l'alternance en ligne. Uniquement de l'alternance. Nous, on fait plein de choses chez Open Classrooms. On fait des formations à temps plein, à temps partiel, etc. Mais on fait aussi l'alternance en France. Donc, le modèle est plus avancé en France. Aux États-Unis, on se concentre que sur l'alternance pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup plus de concurrence là-bas, déjà. Donc, si tu y vas, tu as intérêt à avoir une idée béton. Et ensuite, ils ne connaissent pas bien l'alternance, en fait. Ils ne sont pas très, très bons, globalement, à faire de l'alternance. Et donc, l'Europe est plus efficace en la matière. Et donc, c'est ce qu'on vient proposer aux États-Unis et aussi au Royaume-Uni. Je suis allé un peu vite, je dis beaucoup de choses. Un petit point d'étape. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, on a 1 millier de cours en ligne gratuits, cinquantaine de formations, donc les formations sont payantes, mais on fait en sorte de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et notre priorité, c'est que c'est notre mission de boîte, c'est de rendre l'éducation accessible. On aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Et on est devenu une société à mission il y a quelques temps. C'est un peu un nouveau type d'entreprise. L'objectif étant de clarifier qu'on a un objectif social avant d'avoir un objectif financier. Bien sûr, il faut réussir ces objectifs financiers parce que si tu ne gagnes pas d'argent, bah, tu es mort. Juste, tu n'as pas de boîte, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut être profitable et le profit, c'est bien. Mais simplement, il faut le faire en ayant conscience de deux éléments. Le premier, c'est l'impact social de tes opérations. Et le deuxième, c'est l'impact environnemental de tes opérations. On arrive dans un monde où on se rend compte que si tu vas chercher le profit à tout prix, eh ben, tu niques la planète ou tu niques la société, en gros. Et on veut éviter ça. Donc, il y a une forme d'équilibre à trouver. Et notre objectif, nous, c'est d'améliorer l'emploi des gens. Donc, on a un chiffre principal qu'on veut atteindre dans les prochaines années. On veut qu'il y ait 1,5 million de personnes dans le monde, 1,5 million, 500 000, qui chaque année trouvent un emploi grâce à nos formations. Donc, pas que la France, hein, dans le monde entier. Et donc, on traque ça très précisément. On mesure à la fin de nos formations quelle part de nos étudiants trouvent un emploi, en combien de temps, dans quel type de boîte, à quel niveau de salaire. Ça nous donne du feedback et on peut améliorer nos formations, tenter de mieux les accompagner. Et ça, c'est pour nous la vraie mission d'Open Classrooms, que les gens trouvent un emploi. En gros, notre succès, c'est ça. En fait, on s'en fout un peu qu'ils aient un diplôme. On veut qu'ils aient les compétences pour aller vers un emploi. Si le diplôme les rassure et leur permet de venir chez Open Classrooms, très bien. Mais la finalité, le vrai sujet, c'est d'avoir des compétences vers un emploi. Le diplôme a toujours été une forme de marqueur social, de preuve sous forme de proxy, un truc intermédiaire qui permet de dire « Ok, je suis compétent ». Mais il n'a jamais été la preuve complète que tu as les compétences pour le métier. Et les recruteurs sont en train de s'en rendre compte, particulièrement aux États-Unis, et ça commence à arriver en France. Le sujet, ce n'est pas d'avoir le diplôme Bac+5 et c'est bon, t'es réglé. Déjà parce que de plus en plus de monde a des diplômes Bac+5, ce qui n'est pas le cas avant. Donc avant, ça te distinguait. Aujourd'hui, ça te distingue un peu moins. Non, le vrai sujet, c'était les compétences précises attendues pour le métier et notamment les méta-compétences qui te permettent de devenir meilleur demain parce que les compétences qui te sont exigées, je vais un peu vite, les compétences qui te sont exigées vont évoluer très très vite. En gros, ce que vous apprenez à l'école, c'est bien, mais ce qui est le plus important, c'est votre capacité à apprendre de nouvelles choses en continu. Si vous vous contentez des cours de C et de C++, par exemple, que vous avez à l'école, vous ne pourrez pas suivre dans le monde à la vitesse à laquelle il va. Surtout dans un monde où ChatGPT nous génère des super codes en 2 secondes.
On voit bien que ça évolue, il faut juste s'adapter. Il faut juste s'adapter. Et ça évolue très très vite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On est à peu près 500 personnes chez Open Classroom, ça devient une grosse boîte. Le management, c'est plus ce que c'était. C'est super intéressant, mais c'est assez intense, je vous le cache pas. On est une boîte qui est remote first, surtout depuis le Covid. Ça veut dire qu'en gros, on a des bureaux, mais on n'exige à personne de venir au bureau. Les gens peuvent travailler d'où ils veulent dans le monde, du temps qu'on respecte la loi locale. Donc remote first, c'est important. Ça veut dire qu'on a des bureaux, mais il faut réserver ta place pour venir au bureau. Un peu comme une espèce de coworking. Là, j'en viens, on a des nouveaux bureaux super sympas à Sully-Morland, donc dans le centre de Paris. Tout neuf, tout nickel, et ça fait super plaisir. Mais sur les 500 personnes, on peut accueillir 80 ou 85 personnes simultanément. Donc tout le monde ne peut pas venir en même temps. Ça tombe bien, tout le monde n'habite pas Paris non plus. On a des employés qui vivent à Lille, Aix-en-Provence. Moi, j'habite Aix-en-Provence, en fait. Nice, Bordeaux, en plein cœur de la montagne des Pyrénées. On en a en Espagne, on en a aux États-Unis, on en a en Afrique du Sud aussi. Donc ça a pas mal changé les paramètres du monde du travail, ça. Et nous, on s'est adapté. Et en termes d'impact, on n'est pas encore à 500 000 personnes par an qu'on arrive à impacter grâce à nos formations, mais on est à un peu plus de 40-45 000, je crois, cette année. Personnes qui ont trouvé un emploi grâce à nous, c'est un truc qu'on suit précisément. Et on voit de faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'y est pas encore, mais on y bosse. J'ai entendu dire qu'on était licorne. C'est pas tout à fait exact, pour être franc. On est en voie de devenir licorne. On a un prix Next European Unicorn. Mais honnêtement, être licorne ou pas, enfin, c'est bon. C'est pas mon objectif dans la vie. Surtout que maintenant, enfin, il y a plus de licornes qu'avant. Donc, s'il y a des licornes partout, il y a des licornes nulle part. Euh, donc, c'est cool d'avoir une boîte valorisée à 1 milliard de dollars, même si elle est valorisée à 600 millions. Bon, c'est cool, quoi. Enfin, je veux dire, ça change quoi? Euh, on n'a pas d'objectif particulier de valorisation. Évidemment, nos investisseurs en ont. Mais l'objectif, c'est plutôt celui de l'impact social. Et donc, pour ça, s'il faut aller chercher de la valorisation, chercher des financements, on va le faire. Mais la vraie finalité de ce qu'on fait, c'est d'aider les gens à trouver un emploi. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Et je voudrais juste maintenant un peu prendre vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est même les questions les plus simples et les plus intéressantes, je trouve, en général. Par contre, on va essayer de faire passer le micro juste pour qu'on entende le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut. Vous faites tourner le micro, je ne sais pas. Euh, je profite du coup. Alors j'en ai deux. Déjà bonjour. La première, tout à l'heure, en fait, juste la conférence d'avant, on a parlé du financement, Ouais, du love money, le levée de ouais, fonds, ouais, d'où il y a le système, etc. ouais, du fonds. ouais. Est-ce que Open Class, enfin, Lucide Zero, comment, enfin, il s'est financé? Est-ce que c'est en vendant des livres ou vous avez trouvé quand même un source de financement au début pour financer le projet en amont? Ok. En fait, pour développer ta boîte, tu as deux possibilités. Enfin, je traduis vraiment à la hache, hein, mais tu peux vendre des trucs, gagner de l'argent, faire du profit, réinvestir le profit dans ta R&D, dans ton développement logiciel et tout, pour aller faire des choses plus ambitieuses. Mais c'est juste que c'est plus lent. Parce qu'il faut que tu prennes le temps de gagner cet argent, de faire des profits. Mais ça t'oblige à être ultra précis sur tes finances en continu, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une pratique saine. Mais au final, tu mets du temps. Et donc, pour accélérer le temps, tu as la possibilité d'aller chercher des financements à l'extérieur. Et là, c'est ce qu'on appelle un investissement. Et tu vas chercher des investisseurs dans ta boîte. Donc, tu n'es plus à 100% tout seul dans ta boîte, mais tu vas avoir des gens avec qui tu vas partager le capital, comme un gros gâteau que tu partages. Tu donnes 10% de part en échange de 1 million d'euros. Et ben, du coup, ta boîte elle est valorisée 10 millions d'euros. Un truc comme ça, quoi. Et donc, du coup, tu as 1 million d'euros sur ton compte en banque du jour au lendemain que tu peux utiliser pour investir dans tes projets. C'est pas de l'argent gratuit, parce que l'investisseur qui a pris les parts, il veut les revendre, et si possible, avec une valorisation pas de 10 millions d'euros, mais de 100 millions d'euros. Enfin, c'est son intérêt derrière. Donc, il n'y a pas d'argent gratuit. Et l'argent, il n'est pas pour toi, je précise, il est pour ta boîte. Mais c'est une possibilité. Et donc, tu as plusieurs types d'investisseurs. Tu vas entendre parler de Love Money. Bon, c'est un investisseur peut-être familial qui va peut-être donner un peu d'argent, à moins que tu aies un tonton riche, et là, c'est parfait. Mais tout le monde n'a pas un tonton riche. Voilà, donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, tu vas plutôt avoir ce qu'on appelle des business angels, des gens qui ont un peu
plus d'argent, qui ne sont pas forcément de ta famille, et qui peuvent mettre des tickets de 10 000, 20 000, 50 000 euros, bon, ça dépend un peu. Et après, à plusieurs centaines de milliers d'euros, millions d'euros, là, tu arrives sur des fonds d'investissement qui sont habitués à faire ce qu'on appelle du seed, donc la graine, quoi, le tout début, des séries A, série B, série C, ce qui en gros correspond à des étapes de déploiement de ta boîte. Voilà. Et après, tu as d'autres étapes. Tu peux aller jusqu'à très loin, comme ça, en restant une boîte privée, où tu peux t'introduire en bourse et donc venir sur les marchés publics. Et là, c'est un moyen pour tes investisseurs de récupérer leur mise en revendant plus cher, normalement plus cher, les parts qu'ils ont mis chez toi. Du coup, c'était le cas ou pas, justement, pour le CD0? Enfin, vous avez directement cherché des fonds en pré-seed ou directement... Non, enfin, encore une fois, comme on a un projet un peu particulier, moi j'ai été sur un hobby qui ne gagnait pas vraiment d'argent de 1999 à 2007. Donc en 2007, mon associé et moi, on a mis 1 000 euros. Mais on aurait pu mettre 100 euros. Hein. C'était pareil, juste on a sorti 1 000 euros pour faire 2 000 euros. SARL, le capital de 2 000 euros, on était tout fiers. Mais vous ne savez pas trop ce que ça voulait dire d'ailleurs. Et après, dans les années qui ont suivi, ces 2 000 euros, en fait, on s'en est pas vraiment servi parce qu'en fait, le capital, c'était le site, c'était le trafic. Il y avait déjà de la valeur. Alors que si tu commences de rien, tu as peut-être besoin de plus d'argent pour démarrer, payer des gens, etc. Donc, on avait cette chance-là. Et après, effectivement, on a commencé directement. On n'est pas passé par la Love Money ou des Business Angels, mais on a fait une petite série A. À l'époque, c'était assez gros, 1,2 million d'euros. Ça, c'était en 2012 ou 2013. D'accord. Du coup, ce qui m'amène à ma deuxième question. Tout à l'heure, tu as parlé que quand tu étais étudiant, justement, tu t'as fait soirée et week-end. Mais comment tu gérais ta vie sociale? Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui a une vie sociale, en fait? Non, j'avais une vie sociale. On va pas se mentir, j'avais une vie sociale, mais je suis pas le plus gros fêtard et je sortais pas tous les soirs non plus. Hein. Ok. Mais j'ai fait des soirées à les frais. Ah oui. Ça va, ça va. Faut pas non plus exagérer. Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a une méthode, on va dire, organisationnelle, justement, pour... Je suis pas fan des méthodes. Chacun a sa méthode. Tu t'arranges, tu te débrouilles, c'est la merde. Chacun fait comme il peut. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, en fait. Mais tu as intérêt à avoir un peu de vie sociale si tu veux pas péter un câble tout seul dans ta chambre d'étudiant déjà. Et je serais incapable de te recommander un pourcentage de temps ou d'organisation de ton agenda. Te parler de méthodes de gestion des tâches. Oui, il y a plein de méthodes qui existent, mais chacun l'adapte à sa sauce. Tu vois, la méthode GTD, c'est un truc qui est connu, qui sert à faire l'organisation des tâches. Mais si je t'en parle et que tu essaies de l'appliquer à la lettre, ça va pas forcément être la réponse dont toi tu as besoin. Non, il faut juste faire au mieux et faire preuve de bon sens. Et ça, c'est d'ailleurs une remarque super importante. C'est très con, mais le bon sens, c'est un truc qui s'oublie très très vite. C'est juste le bon sens, c'est le truc, tu as besoin de sortir, tu as besoin d'air, tu as besoin d'aide, tu as besoin de faire des choses simples mais qui marchent. Eh ben, moi, ce que j'ai découvert, que quand la boîte grandit, elle peut devenir débile. D'accord. Mais des trucs débiles que vous verriez, vous faites, mais c'est pas possible de faire des conneries pareilles. Ouais, c'est pas possible, mais en fait, parce que tu as plus de monde, parce que le système organisationnel, le processus de décision est plus complexe, tu te mets à faire des trucs genre, pourquoi tu fais ça, quoi? Non, il y a encore pas si longtemps, pour t'inscrire en tant qu'étudiant sur Open Classrooms, on te demandait 4 fois ton email. Pourquoi tu demandes 4 fois l'email? Personne regarde, teste en tant qu'étudiant et se dit tiens, c'est bizarre, il n'y a pas que l'email qu'on demandait 4 fois d'ailleurs. Donc tu saoules les gens avant qu'ils aient commencé. Il y a une bonne raison historique, mais c'est juste absurde. Donc le bon sens, c'est qu'il y ait quelqu'un qui dise mais c'est n'importe quoi, et vas-y, on demande une fois, on le met dans une base de données à un endroit, et on le récupère et c'est bon. Voilà. Ça marche, merci. Est-ce que Ok. quelqu'un... Super. Tu peux faire passer faut passer le micro. Hein. Ouais, en fait, c'est moi qui le passe. Bah, tu choisis à qui tu donnes. Hein. Bonjour. J'avais une petite question, moi, c'était déjà, est-ce que vous avez une journée type en tant que CEO de Open Classroom? Ou est-ce que, par exemple, là, aujourd'hui, vous donnez une conférence à des frais? Est-ce que, par exemple, toutes vos journées sont différentes les unes des autres ou vous avez quand même un agenda que vous arrivez à respecter qui finalement se ressemble en fonction des jours? Vous faites tous les jours J'ai pas l'impression, non. J'ai pas l'impression d'avoir de journée type. Ok. Ce qui est bien hein, d'ailleurs en soi, parce Ouais, que bien je me sûr. ferais chier. Hein. Ouais. Et j'avais aussi une question, j'ai vu récemment que vous avez levé des fonds Open Classroom, c'était une série C, il me semble. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez pour projet de rentrer en bourse ou pas du tout? D'être coté en On bourse? regarde comment ça marche, on se Ok. renseigne, on se forme. C'est une possibilité, c'est pas dit non plus. Ok, ça marche, merci. C'est une réponse de Normand, mais c'est la vérité, j'en sais rien.
Bonjour. Alors moi j'ai une question. Vous avez parlé de société à mission tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer un petit peu plus particulièrement ce que c'est, comment ça fonctionne, Ouais. pourquoi vous avez fait le choix de vous diriger vers ce type de société-là et voilà. Alors, c'est une bonne question. Le principe d'une société, l'objectif d'une société à la base, c'est de générer un maximum de valeur pour ses actionnaires. C'est la base. Si tu fais pas ça, si tu fais des choses qui vont pas maximiser le profit pour les actionnaires, en fait, tu es légalement responsable. Tu vois, c'est juste, c'est le sens de la raison d'être d'une société à la base. Euh, donc ça, bon, ça va un temps, les années 80, années 90, etc. Mais on arrive à un tournant dans la société, et je pense que je vous apprends rien, où en fait, on découvre que tout se paye et que ça se fait parfois à détriment d'impacts sociétaux, environnementaux, euh, et que c'est parfois la conséquence d'avoir recherché un profit à l'extrême. J'insiste, le profit à mauvaise presse, notamment en France, c'est une erreur. Le profit, c'est bien. Si tu fais pas de profit, tu n'existes pas. Donc, c'est normal. Simplement, c'est une question de balance, d'équilibre entre les trucs. Et donc, il y a un vide juridique à ce niveau-là, c'est que si la société, son objectif, c'est de générer un maximum de valeur pour les actionnaires, eh ben, tu ne peux pas équilibrer sur les autres facteurs que j'appelle sociétaux et environnementaux. Euh, et donc, c'est bien parce que les sociétés ont besoin d'évoluer et de s'adapter au monde dans lequel on entre, qu'il y avait besoin d'un statut juridique qui protège les entrepreneurs pour faire une forme d'équilibre en la matière. Et pour être très franc, c'est tout nouveau, hein, ce truc-là. Ça fait quelques années à peine que ça existe. Nous, on est précurseurs parce qu'on fait ça, même avant que ça s'appelle société à mission, on était déjà dans cet esprit. Donc, je pense sincèrement qu'on est parmi les sociétés à mission les plus avancées en France, en tout cas sur cette taille de truc. On a beaucoup bossé la question, mais il y a encore plein de choses à inventer. Euh, et donc, c'est un truc qui est censé nous protéger et qui est assorti de certaines obligations. La première, c'est de décrire dans tes statuts de société une raison d'être. Nous, c'est rendre l'éducation accessible. Et c'est un peu détaillé dans le statut qui sont accessibles. Et qui dit en gros pourquoi la société existe, qu'est-ce que tu veux faire au fond. On l'a relié aux United Nations Development Goals, le truc des Nations Unies qui indique les grands enjeux de l'humanité dans les dizaines d'années à venir. Et c'est super intéressant. Vous pouvez d'ailleurs commencer par là comme point de départ. Vous cherchez United Nations Development Goals et vous en avez une vingtaine qui vont des trucs environnementaux à l'égalité à l'éducation, égalité homme-femme, etc. Enfin, il y a plein de gros sujets. Et donc, si vous voulez savoir sur quoi bosser, vous pouvez vous dire c'est quoi le truc j'ai envie de passer mon énergie, et vous cherchez des projets ou vous développez un projet dans la matière. Je pense que c'est vraiment un super bon point de départ parce qu'il y a plein de gens qui vont bien réfléchir à la question là-dessus. Donc, on a relié ça au Development Goals pour dire dans quel contexte ça s'inscrit. Que ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que tu es obligé d'avoir une instance qui s'appelle le comité de mission, qui est un groupe composé des parties prenantes, des stakeholders de la boîte. Pas forcément des actionnaires, mais des gens qui sont concernés par la boîte. Donc, ça inclut potentiellement des actionnaires, des employés, dans notre cas, des étudiants, des alumni, des profs, des mentors, des pouvoirs publics. Très vite, tu es une douzaine de personnes autour de la table. Il ne faut pas non plus trop. Et ça, c'est un comité qui se réunit régulièrement et qui fait le point sur l'évolution de la mission, qui peut alerter le board, l'instance de gouvernance principale, qui est le comité d'administration. C'est lui qui décide. Donc, en gros, les actionnaires. Là-dedans, il y a Pierre et moi et nos actionnaires, et des membres indépendants. Mais à côté, tu as le comité de mission qui sert d'outil d'alerte et qui est autonome chaque année pour publier son rapport de mission. Le rapport de mission qui donne les chiffres et les grandes orientations stratégiques de la boîte. En fait, ce qu'on appelle des informations extra-financières. Donc, on se concentre sur tout ce qui est impact social et environnemental, etc. Et on le mesure. Nous, on a calculé nos tonnes de CO2 émises en calculant combien de personnes chargées des vidéos de cours Open Classrooms, sur quel type de matériel, qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'impact, quelle est la croissance, comment est-ce qu'on maîtrise et on réduit cet impact-là, et comment est-ce qu'on tente d'ajuster là derrière notre posture pour tendre vers un impact net zéro carbone à un moment donné. Parce qu'il faut que tout le monde le fasse. Parce que ça va être exigé de toutes les boîtes, ça va être exigé de tout le monde de toute façon, donc on n'a pas trop le choix. Voilà un peu le principe de société à mission.
si vous voulez voir le rapport de mission d'Open Classroom, vous pouvez le googler rapport de mission, vous aurez des informations super intéressantes. On en a créé 3 de 2020 à 2022 et celui de 2023, que je vais travailler bientôt, devrait sortir d'ici juin. Merci. Pour un étudiant qui est en train de monter son projet actuellement, quels conseils vous aurez à lui donner? Et aussi, par rapport à tout ce qui est légitimité, parce que voilà, on est étudiant, on n'a pas forcément. Quand on essaie de montrer un projet par rapport à des gens qui ont plus d'expérience, c'est plus difficile de montrer que le projet a une valeur. Quels conseils vous aurez à lui donner par rapport à ça? Je ne sais pas si je me Tu suis. peux juste répéter la fin du truc? J'ai pas Alors, compris. c'est par rapport à la légitimité. La Légitimité dans le sens où. légitimité? Légitimité, pardon, Ouais. oui, c'est ça. Légitimité de quoi? Bah, comme on est étudiant et que par exemple on essaie de monter Ah, un projet, on ouais. n'est pas forcément, on n'a pas trop de crédibilité, ce genre de choses, voilà. J'en avais pas beaucoup non plus, hein. Ouais, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête sur la légitimité. Enfin, en fait, le propre de l'entrepreneur, c'est de pouvoir bousculer aussi les codes établis et de faire un peu fi de ça. Je me souviens, mon associé Pierre, quand il visitait des bureaux qu'on voulait louer dans Paris, des beaux bureaux, enfin, des bureaux quoi. L'agent immobilier, quand il venait, il arrivait, il avait rendez-vous. Et, l'agent immobilier fait: Ah, bonjour, vous remplacez monsieur Pierre Dubuc? Non, non, c'est moi Pierre Dubuc. Sauf que le type, il a 20 ans et il est petit comme ça. Et non, c'est moi le boss de la boîte, tu vois. En fait, je pense qu'il faut en rigoler. Il faut pas être hautain ou quoi. Il faut juste, ok, j'ai des trucs à faire. Et tu me présentes-moi tes trucs, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est aussi simple que ça. Mais disons qu'il faut pas trop s'enfermer dans des doutes de légitimité. Tu es légitime. Tu as un projet à faire. Tu as un truc à faire. Tu as des idées. Il y a que toi pour y croire, en fait. Si tu attends que les gens y croient pour toi, c'est mort. Moi, tout ce que j'ai voulu faire, les gens y croyaient pas. Pas tout, mais pas loin quand même. Encore aujourd'hui, j'ai des idées, les gens n'y croient pas. J'ai passé une grosse partie de ma journée à convaincre des gens dans ma boîte que ce qu'on allait faire demain, c'était un truc génial. Et les gens disent: mais c'est pas une bonne idée, ça marche pas, ça. Non, c'est juste différent. Avec un peu de chance, on est visionnaire. Peut-être qu'on est complètement trop con et qu'on s'est planté et que tout le monde a raison. Mais moi, tout le monde m'a dit que ça marcherait pas, ça marcherait pas, ça marcherait pas. Il faut faire quand même preuve de résilience et de résistance pour se dire: ok, ouais, mais j'y crois. Il faut pas être complètement débile. À un moment donné, tu te rends compte que ça marche pas, tu changes de. Tu vois, il faut savoir. Mais il faut être un peu entêté quand même. Si tu t'arrêtes la première personne qui dit ça, ça. Et sinon, mon conseil, parce que c'est la première partie de ta question, à tout le monde qui veut créer une boîte, c'est de se trouver un mentor. Un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est déjà passé par l'étape où t'es. Pas obligé que ce soit quelqu'un qui a une boîte valorisée $1 milliard pour te conseiller, même si ça ne gêne pas. Mais en gros, c'est quelqu'un qui a déjà fait le circuit dans lequel tu t'engages. Et donc, il y a du recul. Quelqu'un que tu pourrais voir idéalement une fois par mois pendant 1 heure et demie, et qui peut donner de son temps pour te conseiller sur toutes les questions que tu peux te poser. Sinon, tu es tout seul. L'entrepreneur est extrêmement seul. Les investisseurs, tu peux leur parler quand on a, mais ils sont quand même partie prenante, donc c'est pas toujours évident. Ta famille, à moins que ton oncle soit entrepreneur ou j'en sais rien, ils y bitent rien, quoi, pour être clair. Donc, il faut quelqu'un qui connaisse ta souffrance, en fait, pour dire les choses clairement. Et ça fait un bien fou. En fait, il faut que tu vois 2 personnes. Il faut que tu vois un psy en continu. Non, mais alors, que vous fassiez entrepreneur ou pas, moi, je vous dis, moi, je vois un psy toutes les semaines, hein. C'est juste, comme je vais à la salle de sport, je vais au psy maintenant. Et j'ai mis des années à comprendre, mais maintenant, c'est clair. C'est juste, même quand je vais bien, et en ce moment, je vais bien, mais même quand je vais bien, c'est indispensable juste pour évacuer. Comme quand tu vas à la salle de sport et t'évacues, quoi. Donc, il y a ça, le psy, mais le psy, il comprend rien. Enfin, je parle à mon psy de Open Class comme ça, mais j'ai trop de vocabulaire de start-upper, Startup Nation, je me rends compte que je suis dans mon univers, quoi. Donc, on finit par parler de mon rapport à mes parents et tout. Au final, hein, rassurez-vous, c'est des psys. Mais c'est vachement bien. Et ça, combiné à un mentor qui fait un peu psy par moment, c'est un peu, la frontière est un peu floue, mais aussi véritable coach et conseiller sur ce que tu devrais faire, devrais anticiper. C'est un truc de ouf, comment ça change tout. Moi, clairement, je peux tracer un moment décisif dans ma carrière d'entrepreneur au moment où j'ai eu un mentor. Qui n'a pas été tout de suite d'ailleurs, hein, ça a été peut-être en 2012.
Donc peut-être 4 ans après avoir créé la boîte, 4-5 ans. Et j'en ai pas tout le temps eu en continu, mais j'essaye régulièrement d'en avoir. Et il faut trouver quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose et qui est dispo. Euh, je peux vous recommander de regarder du côté de l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, qui est un truc qui est géré par la Chambre de commerce et d'industrie, qui fait ça. Si votre projet est tout début, peut-être que c'est peut-être pas eux les plus adaptés, mais peut-être que vous pouvez trouver dans les anciens de la boîte, pardon, dans les anciens de les frais, des gens qui peuvent vous mentorer ou essayer de voir l'incubateur. Enfin, c'est là que ça se passe, quoi. Voilà, à chaque étape, son mentor, on va dire. Mais avoir un mentor, mais c'est un truc de fou. C'est quelqu'un qui a en fait la carte de l'endroit où tu es. Tu vois, il y a une carte vue de hauteur et il te dit, t'es là et tu dois faire ça ou tu peux aller par là. Il a la carte routière, en gros. Et toi, à l'inverse, tu es au milieu de la forêt et tu sais pas où tu vas, tu tapes tous les arbres, tu comprends pas ce qui se passe. Et pour moi, la vision du mentor, c'est quelqu'un qui vraiment voit la carte et est capable de guider et d'orienter. Alors, conseil simple, mais qui change tout. Ok, merci. Beaucoup de questions. Bonjour. Ça marche. Ça marche. Oui, du coup, j'avais une question par rapport à la concurrence. Quand vous avez commencé à créer votre startup, du coup, c'était quoi votre regard par rapport à la concurrence en termes d'organismes de formation? Est-ce que vous aviez peur de ne pas pouvoir prendre des parts, on va dire, du marché ou vous étiez confiant? Sincèrement, on n'y pensait pas beaucoup. Je dis pas qu'on n'y pense pas aujourd'hui, parce que bon, tu finis par y penser, mais l'éducation, c'est pas vraiment un jeu à somme nulle où il y a des étudiants à se départager. Non, c'est juste, en fait, les besoins d'éducation, ils sont massifs à tous les niveaux, à tout âge de la vie. Les besoins sont énormes et ils vont pas, ça va pas aller en s'améliorant parce que les exigences en termes de compétences évoluent. Donc, en fait, pour l'instant, je dirais que tu as une offre de formation qui est comme ça, par rapport à un besoin qui est comme ça, et qui va aller comme ça. Donc, honnêtement, voilà, le truc peur de la concurrence, c'est pas totalement adapté parce que je pense que c'est pas un jeu à somme nulle en général. J'aime pas voir ça comme ça. Peut-être une réponse de bisounours, mais je pense vraiment qu'il y a une part de vérité là-dedans. Après, tu regardes ce que les autres font, oui, un peu, mais tu essaies de ne pas être trop suiveur, tu essaies d'être un peu meneur quand même, parce que si tu veux être innovant, nous, enfin, moi, mon kiff, c'est de faire des trucs nouveaux, quoi. Si tu commences trop à regarder ce que les autres font, bah, tu te mets à copier, en fait. Tu te rends pas compte, mais tu finis par copier. Faut en fait t'améliorer par rapport à toi-même. Je pense que quelle que soit la boîte, l'école que tu gères, tu regardes où elle en est, quels sont les retours, et t'améliores petit à petit tous les jours. Ça, c'est comme ça que tu deviens bon. Tu dois, à mon avis, regarder ce que les autres font, mais pas en étant obsédé. D'accord. Merci. Mais à l'inverse, faut pas être trop isolé. Tu regardes un peu ce que Oui. les autres font. Tu parles à d'autres organismes et tout. Tu as des idées et tu te dis, putain, ça, je suis un peu jaloux. Ça, je suis pas jaloux du tout. Bon, tu as l'aide à te situer. Mais je pense pas vraiment en termes de concurrence. D'accord, Franchement. merci. Il y a de la place pour tout le monde. J'ai deux questions. Comment avez-vous rencontré votre associé? Et la deuxième, c'est, vous avez parlé du mentorat. Donc, comment vous les abordez pour une première communication? Pour que les gens deviennent mentors? Oui. Ouais. Mon associé, je l'ai rencontré sur les forums du site du Zéro en 2001. C'était un type qui aidait tout le monde en SQL et qui était trop fort. Moi, je n'étais pas très très bon à ça. Et du coup, c'est un type qui arrêtait pas de dire putain, ça c'est nul, ça pourrait être mieux fait, etc. Et un jour, je lui ai dit bah, viens et aide-moi. Et en gros, on a commencé à collaborer comme ça en ligne sur MSN Messenger. Pour info, le site du Zéro s'est développé sur MSN Messenger. Non, pardon. Ah, non, c'était ICQ. Ouais, autre époque. Bon, bref. Les messageries instantanées de l'époque, quoi. Et donc, on a bossé dessus. Sans savoir en plus qu'on était quasi voisins. Je savais même pas où il habitait, ni quel âge il avait en plus. Hein. J'avais juste son pseudonyme Caramilo et tout ce que je savais pas. Il faut imaginer, c'est très, très geek. Et en fait, il habitait dans la région d'Avignon et moi aussi. Donc, un jour, on s'est rencontrés et c'était le choc. Putain, il a 5 ans ou 6 ans de moins que moi et il me met la pâtée en SQL, quoi. Donc, c'était assez rigolo. Donc, voilà comment je l'ai rencontré, en ligne sur le site.
Et le deuxième, comment est-ce qu'on trouve les mentors? Alors, je crois qu'on a 3-4 000 mentors là dans le monde. On les trouve pas mal sur le site, mais on va aussi les chercher. On cherche des professionnels du domaine. En gros, si tu fais une formation de développeur web, on va prendre un développeur web de métier qui fait ça au quotidien. Tu cherches data science, on va prendre un data scientist de métier, un ou une data scientist. Voilà, donc on part à la chasse. On les retrouve aussi sur Open Classroom, donc c'est bien. Ça se fait. Ça se fait. Je pas dit que c'était pas de challenge et tout, mais ça se fait. Ok, merci. Je crois qu'il y a des questions à droite. Enfin, un mentor, c'est payant. Il est payé, et donc c'est payant. Pardon? Ouais. Ouais. Ouais, les mentors sont payés pour être mentors. Ouais. On a commencé en gratuit, hein, pour être franc. Pour tester, pour expérimenter. Tu sais, je laissais un message sur le site en disant hey, Kikou, quelqu'un voudrait m'aider à faire mentor, etc. Il y a toujours des gens motivés. Mais au bout d'un moment, la motivation ne suffit pas. Il faut que tu aies quand même un minimum d'assises financières pour créer de l'engouement et de l'intérêt. Je pense vraiment que les mentors ne sont pas spécialement motivés par l'argent. Je pense que dans leurs activités, ils peuvent être mieux payés que sur Open Classroom au quotidien. Mais c'est une question d'équilibriste. Parce que tu veux que la formation soit accessible, donc accessible financièrement pour nos étudiants. Et si nos mentors, on les paye très cher, en fait, on est obligé de faire payer la formation très cher. Donc on a cherché un équilibre qui va bien, qui s'adapte un peu en fonction des compétences et la rareté des compétences. Mais on est très clair sur le fait que si tu veux gagner plein d'argent, il ne faut pas être mentor sur Open Classroom. Tu gagnes de l'argent avec, mais ce n'est pas un moyen de devenir riche. Par contre, ça devient un moyen de devenir riche en termes de compétences et de rencontres. Et les mentors te disent, c'est génial parce que je m'améliore moi-même sur mon métier en devant expliquer aux autres. C'est un truc qui est génial. Quand tu dois expliquer à tes potes à l'école, en fait, tu comprends mieux ce que tu as appris et donc tu t'améliores. Et en fait, c'est le niveau un peu le plus avancé des compétences, c'est quand tu es capable de les transmettre. Sur l'échelle des compétences, il y a je les retiens, un truc par cœur, jusqu'à je suis capable de faire de la transmission. Ça, c'est dans la théorie des compétences. Et donc, c'est super d'avoir des mentors et ça met le plan humain et aussi psychologique, en fait, pour encourager et rassurer les gens. Et le mentorat se fait toujours en one-on-one, donc toujours en privé, pour que les étudiants aient la possibilité de partager leurs doutes, etc. Sinon, quand tu es dans un groupe, un amphi, des fois, tu n'oses pas trop lever la main comme on l'a appris à l'école parce que tu as peur de poser une question bête et que tout le monde se fout de ta gueule. Oui, j'avais un conseil à vous demander. Si on veut développer un logiciel qui est destiné pour les entreprises, par exemple, on fait comment pour trouver les premiers clients alors qu'on n'a pas fait de chiffre d'affaires, il n'y a rien, c'est juste une idée, quoi. Comment est-ce que tu fais Comment pour vendre faire à pour ta les première convaincre? entreprise un logiciel pour les entreprises, c'est ça? Oui, Alors que tu n'as pas de référence, c'est-à-dire que tu n'as pas de il n'y a pas gens, de chiffre d'affaires encore, par exemple. Comment? Comment il n'y a pas de chiffre d'affaires? Comment ils peuvent nous prendre au sérieux alors qu'on est tout seul et que c'est des grosses structures, que on part de zéro, quoi. C'est comme tout, il n'y a pas de recette magique et bien sûr, hein, je ne peux pas te sortir un truc, je peux te raconter moi comment j'ai fait. Je veux bien, oui. Premier client de site du zéro Open Classroom, c'était les frais. Je suis allé à l'administration, j'avais imprimé En gros, à l'époque, l'administration ne connaissait pas trop le site. Les étudiants connaissaient quasiment tous, mais ce n'était pas encore trop connu de la part des profs et tout. Et j'avais imprimé, tiens-toi bien, des feuilles, des pages du site, et j'avais écrit des encarts, votre publicité ici, pour que l'école fasse de la pub, parce que je me disais, il y a plein de potentiels étudiants, et donc si tu veux recruter plus d'étudiants pour les frais, mets ta pub ici, et c'est X 1000 euros. Et je crois que je me suis posé la question avec mon associé, combien est-ce qu'on vend, etc. Je ne sais pas, mais c'était peut-être 10 000, 20 000 euros. Enfin, c'était un truc, tu vois, c'est difficile de bien trouver le bon prix, mais qu'il ne soit pas trop petit, mais qu'il ne soit pas trop exagéré, ridicule. Donc, je suis allé voir Monsieur Soma, pour être exact. Et je suis allé lui montrer en disant, je l'avais comme j'étais son élève, quoi. Voilà, j'ai ce site, les étudiants connaissent un peu tous, et les lycéens connaissent un peu tous. Et je ne l'ai pas dit que j'avais pas de clients. J'avoue que je n'ai pas dit, hein, je ne me suis pas étendu dessus. Mais voilà, ça serait là 15 000 euros. Ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement combien. Bref, je me suis fait jeter. mais genre un peu t'es qui toi, quoi. Et je suis reparti et j'avais rien signé, pour être clair. Et je me sentais un peu, je suis trop nul et je ne vais jamais y arriver. Donc j'ai pleuré un bon coup, je suis rentré à la maison et je suis revenu à la charge, je ne sais plus, quelques semaines plus tard,
en réajustant un peu l'offre, en réexpliquant. Je pense que c'était un peu brutal, je suis arrivé un peu trop vite en mode je te vends ça. J'ai pas créé le temps de la conversation et de la confiance peut-être, parce que c'était trop brutal. Et ça s'est signé. Je pense qu'il se doutait, mais il devait se douter que ça démarrait, quoi. Donc, faut persévérer, C'était faut y aller au culot, clairement. Faut y aller au culot. super. Merci. L'anecdote. Oui, c'était cool, c'est vraiment. Tout à l'heure, tu as parlé que tu disais qu'il y avait des comptes à rendre aux investisseurs. Qu'il y avait, pardon? Tu disais que tout à l'heure qu'on avait, à force de développer du coup Open Classroom, que Ouais. comme il y a des investisseurs dans lesquels vous avez des comptes à rendre Oui, pour pardon. eux. Oui. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'au début, justement, que tu développais le produit pour tes utilisateurs, Ouais. mais au final, le fait qu'il y a des investisseurs, tu le développes pour eux, quoi, au final, dans le sens où. Non, ça va. Alors, ça va. Je comprends le sens de la question, mais c'est pas le sentiment que j'ai. J'ai Ok. toujours l'impression de faire un truc utile pour les gens. Enfin, c'est la finalité de ce qu'on fait. Mais les investisseurs sont là, notamment pour protéger leur investissement déjà, et pour s'assurer que la boîte se crache pas et qu'elle prend des décisions pas trop débiles. Et c'est une bonne chose qu'il y ait des investisseurs aussi, parce que si tu es tout seul et que tu as trop de pouvoir dans ta propre boîte quand elle devient grosse, c'est pas bon. Je sais pas si tu as vu FTX, ce qui s'est passé récemment. Oui. Il était un peu trop tout seul dans sa tête. Il avait pas assez de supervision. Il avait des investisseurs, mais il n'avait pas de supervision. Voilà ce qui peut se passer. Même les gens super intelligents finissent par faire des énormes conneries parce que le pouvoir absolu corrompt absolument, comme on dit. Donc, il faut que tu partages un peu ton pouvoir. Il faut trouver le bon équilibre. Si tu es dans une relation de conflit permanente avec tes investisseurs, tu n'arrives à rien et tu commences à enrager, à en vouloir à la terre entière, en disant c'est les empêche à tourner en rond, j'ai l'impression de bosser que pour eux. C'est vrai, ils me demandent du reporting et des fois j'aimerais bien faire des cours plutôt que leur expliquer pourquoi on a 0,5 points de marge brute en moins ce mois par rapport au mois précédent, parce qu'on a fait un rattrapage comptable, parce qu'on n'avait pas calculé que dans tel pays dans le monde, j'en sais rien, mais tu vois le délire. Donc il y a des fois où je râle un peu, mais globalement j'essaie de garder ça une certaine partie de mon temps et j'essaie d'apprécier les questions parce qu'elles sont aussi là pour t'éviter de faire des grosses conneries. Tu as besoin de l'aide et de l'intelligence d'autres personnes. C'est mieux si les personnes autour de la table ne sont pas uniquement des financiers, mais aussi des anciens entrepreneurs qui connaissent ton secteur et qui connaissent ta douleur. Nous, on a plusieurs membres du comité d'administration qui sont des gens qui ont développé des très grosses boîtes dans l'éducation. Dont un qui avait 1 million d'étudiants à une époque, qui avait acheté plein d'universités dans le monde physique. Et ces gens-là, ils ont un savoir-faire, mais de dingue, à te partager. Et donc, tu parles pas que de finance, tu parles aussi de bonnes méthodologies pour marketer tes formations, combien de temps tu rappelles le futur étudiant, qu'est-ce que tu lui dis, etc. C'est du temps de gagner. Et donc, quelque part, ils jouent un petit peu leur rôle de mentor à ce moment-là. Je pense qu'il faut aussi un mentor à côté qui n'est pas investi dans ta boîte, parce que tu peux avoir un conflit d'intérêt, mais c'est bien d'avoir ces gens-là, ils sont précieux, ils sont ultra précieux. Si tant est que tu as les bons membres du comité d'administration, attention, un truc super important. Ton comité d'administration, les décisions que tu prends tôt, dès le départ, maintenant, ont un impact 10-20 ans plus tard. Énorme. Te tromper, en quelque sorte, d'investisseur, c'est un drame à venir. Si l'investisseur n'est pas la bonne personne, voilà, en fait, c'est très difficile de changer ça. Voilà, donc les décisions du jour X peuvent 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, si tu as mal anticipé, se retourner contre toi. Donc c'est une partie d'échec en 3 dimensions que tu joues avec 200 coups à l'avance. C'est de la politique aussi. Hein. Donc pour apprendre ça, parce que moi je n'ai pas appris ça dans un tuto sur le site du zéro, tu dois aller chercher des mentors qui te disent attention, pense à ça. Là, tu as un investisseur qui possède trop de parts dans ta boîte, il faut que tu le dilues et que tu ailles chercher un autre investisseur. Et donc il faut que tu fasses jouer la concurrence à cet endroit-là. Comme ça, il n'a pas trop de pouvoir, comme ça, il peut toujours être utile, mais pas être une nuisance. Tu vois, ce genre de truc, tu peux pas le deviner en fait. D'accord, merci. Ouais. Merci, bonjour. Mais justement, pour en revenir là-dessus, comment toi tu les as choisis, tes investisseurs, et quelles étaient les caractéristiques importantes qu'ils devaient avoir pour que tu aies confiance en eux? Alors, c'est une bonne question. Des fois, tu n'as pas le choix de tes investisseurs.
D'ailleurs, quand tu as le choix, tu es un peu le roi du pétrole. Enfin, le roi des panneaux solaires, j'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas gagné de trouver quelqu'un qui veuille bien investir dans ta boîte en réalité. Ça dépend des périodes. En ce moment, c'est quasiment impossible. Mais il y a encore 2 ans ou 1 an, c'était la fête du slip et tout le monde voulait investir. Il y avait trop d'argent sur le marché, trop de liquidité. Donc en fonction des périodes économiques, tu as plus ou moins d'argent et donc plus facilité à trouver des investisseurs. Quand tu as de la chance, tu en as plusieurs. Et donc tu récupères ce qu'on appelle plusieurs lettres d'intention, LOI, et qui disent à quelles conditions ils veulent investir dans ta boîte. Donc déjà, tu peux chercher qui te propose les meilleures conditions. C'est une façon de décider. Mais dans notre première levée de fonds, on avait 3 LOI, ce qui était vraiment très bien. Et on a pris celle qui payait le moins bien, celle qui était la moins intéressante, mais parce que le type en face, c'était le meilleur gars. Parce qu'on le sentait bien. Parce qu'il avait l'air de pouvoir nous accompagner dans la tempête. Et des tempêtes, il y en a eu, je peux te le dire. Les autres, je pense qu'ils auraient moins compris et ils auraient été plus bornés, plus juste regard financier. Et tu as besoin qu'ils aient un regard financier, mais tu as besoin qu'ils comprennent un petit peu ce que tu fais et ce que tu vis. Donc, quelqu'un avec qui tu sens que tu t'entendrais bien. Ok, ouais, le gut feeling un peu. C'est pas évident, hein. Ouais, ok. C'est comme embaucher des gens, en fait. Les investisseurs, c'est aussi difficile de trouver un bon investisseur, je trouve, que de trouver quelqu'un de bien employé pour ta boîte si tu es exigeant. Et tu dirais pareil pour le cofondateur? Ouais. C'est Ok. la même chose, en fait. Ok, ça va. C'est un associé. Un investisseur, c'est un associé, hein. Ouais. Ouais. Et je reviens à ce que je disais juste à l'instant. Décision à cet instant au départ de création de ta boîte a un impact énorme sur la qualité et sur la vie de ta boîte. Si tu te trompes, je ne veux pas te mettre trop la pression, mais si tu te trompes de personne, et tu ne peux pas toujours savoir si c'est la bonne personne, hein, ça peut juste tuer ta boîte. Le meilleur moyen de tuer une boîte, c'est d'avoir un conflit entre cofondateurs. Ok. Ça roule. Merci beaucoup. Ouais, je vais pas devoir partir. Je suis désolé parce que j'ai un rendez-vous, donc je vais devoir un peu filer à l'anglaise. Mais c'était cool d'avoir vos questions et de revenir à des frais. Merci.